Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 436e édition de la série hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 436e édition de la série, nous avons retenu pour thème gouvernance et technologie. Avantages et inconvénients. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir et le privilège de partager le plateau avec un homme de l'art. Quelqu'un, je dirais, qui se passe de présentation, puisque, je dirais, c'est un des éclaireurs dans le domaine de la technologie. C'est-à-dire un professionnel, je dirais, qui fait partie du corps des consultants nationaux bénévoles, c'est-à-dire des hommes qui, dans le domaine de leurs compétences, interviennent pour éclairer le grand public. Eh bien, je veux citer le professeur Jean-Marie Altema. Professeur Altema, bienvenue à OCPA Magazine. Merci pour l'invitation, professeur Payan. C'est un plaisir d'être avec vous et pour partager, discuter, échanger autour de la question. Donc, merci pour l'invitation. Merci encore pour la spontanéité. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, nous vous rappelons que l'Ordre des comptables reçoit les inscriptions de 9h à 4h PM dans le but de recruter de nouveaux membres. Donc, l'Ordre veut toujours renforcer l'organisation, renforcer son intervention, renforcer son efficacité. Donc, les nouveaux membres sont les bienvenus. Et ceci de 9h à 4h PM pour les inscriptions. Et il y a des cours de coaching organisé par l'OCPA de manière à préparer les éventuels membres de la corporation. Nous rappelons également que l'Ordre offre des cours de formation, des séminaires, et il y a un événement mensuel organisé par l'OCPA sous le label Jeudi de l'expert comptable. Donc c'est un événement qui est ouvert au grand public et aux membres de la corporation dans le cadre de la formation continue. Et à chaque émission, nous apportons aussi quelques conseils. Nous avons reçu une question à laquelle nous allons répondre. Eh bien, comment traiter les intérêts, fiscalement, les intérêts qui sont versés par les institutions financières lorsqu'on prépare sa déclaration d'impôt. Nous rappelons encore une fois, lorsqu'un particulier
doit préparer sa déclaration d'impôt, eh bien, les intérêts qui sont versés par les institutions financières sont exempts d'impôt. Autrement dit, les intérêts qui sont gagnés en provenance de comptes d'épargne, de dépôt à terme, etc., eh bien, sont exempts d'impôt. Il n'y a pas d'impôt sur ces intérêts-là. Cependant, ces mêmes intérêts qui sont gagnés par une entreprise commerciale, eh bien, ils sont traités comme étant des revenus commerciaux accessoires et par conséquent imposables. Donc, vous avez suffisamment d'informations lumière sur cette question d'intérêt. L'émission du jour, c'est gouvernance et technologie, avantages et inconvénients. Là, on est en présence de thèmes d'importance pour tous, puisque, à un titre ou à un autre, on fait usage de la technologie. Et à notre invité, notre cher invité, la première question que nous allons poser, peut-être embarrassante, qu'est-ce qui explique, M. Altema, votre passion pour la technologie? Écoutez, je pense que la passion aide à une certaine découverte de soi et à s'offrir à sa communauté. Et c'est d'abord l'idée de partager ce que je sais avec les autres, mais aussi par rapport à l'importance du numérique, des technologies dans la vie des gens pour la transformation sociale et la transformation économique. Donc je me suis engagé à travailler dans ce pays, à partager avec les jeunes particulièrement et ce que je sais, et ce va-et-vient, cet échange me pousse à faire mieux et me pousse à agir davantage. Donc ça devient très passionnant parce que quand on voit comment l'évolution technologique et malgré les difficultés qu'il y a, l'évolution technologique, l'importance des technologies dans la vie des gens et pour la transformation sociale de la communauté, la transformation économique. Donc, c'est comme un sacerdoce en quelque sorte. Donc, et moi, j'apprends beaucoup des gens du feeling ou encore des résultats qu'on voit que le numérique apporte ou peut apporter dans la vie des gens. Très bien. Donc là, je dirais, c'est inné. Puisqu'on veut apporter quelque chose, on a appris, donc on continue à apprendre, on apprend aussi en enseignant. Oui. Mais M. Altema, vous me parler un peu. Quand vous voyez cette relation, d'abord, entre, je dirais, la gouvernance en tant que système d'entité décisionnelle et même les technologies, comment vous voyez ceci? Bon, d'abord, je pense que, même si on prend cet aspect-là dans le contexte d'une entreprise ou d'un pays au sens large, il faut une stratégie. Il faut savoir ce qu'on veut et quels sont les outils, quels sont les moyens qu'on va utiliser pour atteindre l'objectif qu'on veut se fixer ou qu'on s'est fixé. Maintenant, et par rapport à la gouvernance et tout ce que vous avez dit, tout ce qui est décisionnel, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est vision, mais les technologies viennent en appui pour convertir, si vous voulez, apporter des réponses aux questions qui sont posées par la gouvernance. Donc ça veut dire que la technologie a besoin d'une gouvernance, on parle de gouvernance technologique, etc., mais dans le sens large, la gouvernance nous permet de définir les stratégies, nous permet d'accompagner, nous permet de définir, si vous voulez, tout ce qui est objectif. Maintenant, les outils, tout ce qui est processus, les mécanismes vont venir. Et c'est là que les technologies aident au développement ou, si vous voulez, les technologies aident au progrès de l'institution. Maintenant, si on prend dans un sens très large, il faut voir qu'est-ce qu'on a. Quand on parle de gouvernance, quelles sont les parties prenantes qu'on a pour arriver à cette gouvernance. Et dans un sens très large, il y a des gens qui confondent le numérique, les technologies et l'Internet, qui n'est pas forcément la même chose. Mais dans un sens très large, il faut comprendre qu'il y a un ensemble de parties prenantes dans la gouvernance.
Donc, si je prends au sein d'une institution, on a les directions, on a les départements, etc. Mais dans un sens très large, si je prends au niveau d'un pays, il y a des parties prenantes, il y a l'État qui est là pour créer un environnement favorable au développement des technologies ou du numérique en général. Il y a le secteur privé qui est là pour investir et offrir des services aux citoyens, aux abonnés, aux clients, comme vous voulez. Il y a aussi d'autres acteurs qui font partie de cet écosystème-là. Il y a les médias, par exemple, pour la promotion. Il y a l'université pour la recherche. Il y a le secteur de la société civile, en quelque sorte, qui fait partie aussi de cet écosystème. Et quand on parle de cette gouvernance-là, il faut harmoniser tous les efforts. Donc, il faut qu'il y ait une consultation entre les différents acteurs, que ce soit au sein d'une entreprise, ça veut dire consulter les départements pour définir cette stratégie-là, mais aussi travailler avec les clients, travailler avec les employés, parce qu'eux-mêmes aussi ils font partie de cet écosystème. Donc, je pense je crois qu'il y a une interrelation entre les acteurs, d'abord, que ce soit les acteurs qui présentent la vision, et ceux aussi qui vont exécuter, et si vous voulez, tout ce qui est décisionnel et pour arriver à résoudre les problèmes ou encore atteindre des objectifs fixés par l'entreprise ou par l'institution en quelque sorte. Très bien. Alors là, je dis celle qui a une antériorité de la gouvernance sur la technologie. Puisqu'il faut d'abord que la décision prenne corps et maintenant se référer à l'outil qu'est la technologie. Donc, puisqu'il en est ainsi, vous êtes un homme de l'art, quelle est votre lecture de la situation que nous avons aujourd'hui en Haïti? Et je crois qu'on a fait beaucoup de progrès, et dans un sens ou dans un autre. Et beaucoup de progrès parce que les outils deviennent de plus en plus accessibles. Et on a une population qui a augmenté en termes de pourcentage d'accès à l'Internet en quelque sorte. Donc, on a fait beaucoup de progrès. On a beaucoup d'écoles qui forment des compétences en quelque sorte. Mais ce qui manque, pour moi, c'est cette harmonisation-là qui doit exister entre les différentes parties prenantes. Et si je fais un panorama, si je présente un panorama de la situation en Haïti, on a dans un sens très large, on a des fournisseurs d'accès à Internet. Donc tout le monde aujourd'hui sait que l'Internet joue un rôle important dans la communication, aussi dans l'offre de services. Et ça permet tout ce que vous voulez, la transparence, etc. On a plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, on en a 2, j'ai dit plusieurs parce que, en fait, pas de manière, je pourrais dire, au niveau des fournisseurs d'accès à Internet, on a 5 ou 6, mais y compris les opérateurs de téléphonie mobile qui offrent aussi le service Internet. Très bien. Maintenant, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a des écoles, des institutions qui forment des compétences, des universités qui forment des ingénieurs en réseau, des spécialistes en programmation, etc. On a aussi des jeunes qui développent des solutions. On a beaucoup de start-up technologiques, beaucoup de start-up numériques. Ce sont des jeunes entreprises qui offrent un ensemble de services. Donc, il y a un certain progrès. Mais on peut comprendre aussi qu'il manque quelque chose. L'État a un rôle important à jouer dans cette étape, je pourrais dire, parce que l'État est là pour créer l'environnement. L'État est là pour donner le ton. Très bien. Mais les entités sont là, et c'est pour ça qu'on peut effectivement parler d'entités, mais est-ce qu'on peut parler d'écosystème fort? Je pense que c'est à venir. Très bien. Alors là, mais alors, il y a beaucoup de progrès, vous avez dit, il reste beaucoup à faire aussi. Et maintenant, est-ce que les usagers sont suffisamment informés des avantages et inconvénients de ce outil? Je parle du commun des mortels, avant même de penser, je dirais, au raw management. Ce qui arrive, c'est que les usagers, ils n'attendent pas le signal des dirigeants pour s'imprégner des technologies. Donc, regardez ce qui se passe dans les foyers. Les enfants, ils sont, comme on dit, les digital natives. Avec un téléphone, ils savent beaucoup plus que leurs parents. Donc, il y a un effort qui est fait en ce sens. Mais il n'y a pas assez de formation. Il n'y a pas assez d'éducation. Parce qu'on peut utiliser l'outil, mais pas de manière efficace.
Donc c'est comme par exemple, on a des gens qui achètent un téléphone portable qui coûte, je ne sais pas, 1700, 800, 500, 600 $. Mais ce qu'ils font avec, c'est seulement placer des appels. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas assez les capacités de cet appareil-là. Donc ça veut dire quelqu'un qui est aux États-Unis ou dans un autre pays aujourd'hui peut utiliser son téléphone pour accéder à des services. Alors que ici, chez nous, on a un vide dans ce sens-là, on a un manque dans ce sens. Donc ça veut dire l'usager, moi je le vois, est en attente de services, parce que l'usager, c'est celui qui utilise son téléphone, par exemple, pour communiquer avec l'école de ses enfants. Maintenant, si l'usager pouvait accéder, par exemple, au bulletin de ses enfants, donc ça aurait été un usage, et je pourrais dire, productif de cet outil. Si l'utilisateur, qui est le citoyen, pouvait payer ses services ou encore payer, acheter un service ou offrir un service en quelque sorte, et donc ça aurait été autre chose. Ça veut dire l'usager attend, mais il y a un pont qui doit exister entre celui qui produit et celui qui consomme. Donc particulièrement, on a des usagers consommateurs, usagers consommateurs, parce que les technologies, nous consommons les technologies, mais je peux utiliser les technologies aussi pour offrir des services. Donc, je pense que l'usager n'est pas assez éduqué à un certain niveau, mais l'éducation doit venir aussi par l'offre. Et cette offre-là va permettre aux usagers d'avoir, je pourrais dire, de faire un usage productif de l'outil technologique. Très bien. Là, vous parlez d'un usage encore plus intelligent. Mais alors, dans tout ça, pratiquement, c'est comme si vous êtes pour, je dirais, la numérisation même de certaines activités. Ce qui pourrait faire d'amoindrir les coûts aussi. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et si on prend le nombre, je prends par exemple le nombre de gens qui ont accès à Internet en Haïti, ils sont plus de 2 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a une attente. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut offrir à ces gens-là? Donc, l'usager est engagé, mais l'usager a, d'une certaine manière, l'outil en main. L'usager attend que la réponse ou encore que le service lui soit offert. Donc, ça veut dire que l'usage intelligent de cet outil, c'est pratiquement impliquer l'usager dans les décisions. Impliquer l'usager dans les décisions, ça veut dire que comprendre que l'usager, c'est celui qui a son téléphone portable, c'est celui qui a son ordinateur, c'est celui qui peut accéder à Internet, c'est celui qui peut faire un ensemble de choses à partir d'un appareil. Donc, de là, impliquer cet usager-là dans le processus décisionnel, c'est améliorer l'expérience client. Donc, c'est ce qui va permettre à une institution, c'est ce qui va permettre à un pays d'exploiter de manière efficace l'outil numérique. Très bien. Maintenant, si on veut transposer ça à l'entreprise, à une organisation, à une institution, et alors maintenant, quoi faire pour tirer avantage effectif de la technologie? Vous avez parlé tout à l'heure de la numérisation des processus. C'est pour ça que j'ai parlé de l'expérience client, parce que tout ce qu'on fait là, on doit mettre le client ou le citoyen au centre des décisions. Tout à fait. Donc, pour améliorer, je pourrais dire, sa vie. Parce qu'il n'y a pas on ne peut pas parler de technologie sans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Tout à fait. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme je l'ai expliqué, l'implication des usagers, ça veut dire qu'il faut comprendre les besoins de l'usager. L'important, ce n'est pas de dire « je veux faire de cette transformation-là », mais l'usager vient après. On ne va pas réussir cette transformation. Il faut comprendre d'abord ce qu'on veut faire, les moyens qu'on a à sa disposition pour le faire, et aussi comment le maintenir. Parce qu'on peut développer un système et 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 mois, 2 mois, ça fonctionne. Arrivé à un moment, ça ne fonctionne plus. Donc, l'usager qui est au centre des décisions, il est aussi un usager gourmand, exigeant. Parce qu'une fois que l'usager, je pourrais dire, fait choix d'un outil et l'outil est efficace, il ne va pas reculer.
Donc, dans ce cas, il faut mettre le citoyen, il faut mettre l'usager au centre de toutes les décisions. Maintenant, ensuite, définir un plan stratégique, définir un plan d'action, parce qu'on peut avoir les moyens, mais sans la stratégie, sans le plan d'action, on ne va pas pouvoir évaluer les indicateurs. Donc, il faut des indicateurs. Donc, il faut savoir que l'environnement où je suis aujourd'hui, quels sont les besoins? D'abord, répondre aux besoins. Ensuite, impliquer les acteurs, tous les acteurs décisionnels, tout ce qui est management, et les acteurs opérationnels aussi. Parce que c'est ce qui va permettre d'avoir ce va-et-vient-là entre celui qui décide et celui qui fait marcher la machine. Très bien. Mais alors, par rapport à votre expérience dans le domaine, est-ce qu'il y a un plan stratégique de développement de la technologie en Haïti, ou bien est-ce que dans les différents plans économiques, etc., est-ce que vous avez ce sentiment que la technologie se trouve au centre? Je dirais non. Je dirais non pour une raison simple, parce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs parties prenantes dans cet écosystème. Et d'ailleurs, pour parler d'écosystème, il faut qu'il y ait une relation entre les acteurs, il faut qu'il y ait une relation entre les éléments. Moi, je ne sens pas qu'il y ait une relation établie entre les différents acteurs. Ça veut dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'État ne sait pas ce que le secteur privé fait. Le secteur privé ne sait pas ce que l'État fait. L'État ne sait pas ce que l'université fait. L'université ne sait pas ce que la société civile fait. Et les médias ne sont pas au courant de ce que ces entités-là font, en quelque sorte. Donc, ça veut dire pour moi, je pense que d'abord, pour parler de plan stratégique, il faut qu'il y ait d'abord une harmonisation entre une mise en commun, et pas des efforts, mais de compréhension, si vous voulez, d'une vision de la chose. On n'a pas ça. Maintenant, il y a certaines institutions qui ont développé des plans. Mais est-ce qu'on peut parler de plan stratégique sans consultation des acteurs? On ne va pas aboutir. Donc, il faut comprendre les besoins, il faut impliquer tous les acteurs pour arriver réellement à un plan stratégique. Et non seulement avoir le plan stratégique, il faut avoir un plan d'action. Parce que la stratégie, c'est la vision sur une durée. Maintenant, le plan d'action vient pour supporter la stratégie. Je ne peux pas avoir de plan stratégique sans consulter l'université. Les compétences que je veux former, ou encore les compétences que je veux engager en tant que secteur privé ou secteur public. Donc, ces compétences-là doivent être formées à l'université. Maintenant, quels sont les besoins de ces institutions-là? Il faut qu'il y ait une relation entre les entités pour que les besoins soient mieux exprimés. Et il faut consulter. Quand on parle de consultation, ce n'est pas juste inviter des gens à discuter autour d'une question, mais consulter veut dire aussi engager la partie prenante dans sa vision, dans la vision. Et c'est ce qui va, je pourrais dire, amener à avoir des résultats sur le long terme. Sinon, on va avoir des activités, mais sans un plan stratégique, sans un plan d'action. Très bien. Mais là, c'est inquiétant quand même, parce que quand même, on parle de domaine assez important où les États s'engagent. Donc, ne pas avoir un plan stratégique, ne pas avoir une législation aussi à jour, ça doit demeurer une préoccupation pour le secteur public. Donc, d'ailleurs, pour l'État en tant que grand opérateur. Mais vous avez mentionné dans votre intervention tout à l'heure qu'un avantage qu'on peut tirer de la technologie, c'est la transparence. Est-ce qu'une entreprise privée peut aussi tirer avantage, aussi bien que l'État, de cet avantage, je dirais, recherché par tous, la transparence? Bon, écoutez, il y a beaucoup de rencontres ou de décisions qui sont prises autour de ce qu'on appelle la gouvernance et le gouvernement ouvert. OK. Donc, l'État doit communiquer, l'État doit partager les informations avec sa population pour des raisons simples. D'abord, le citoyen doit comprendre dans quelle direction que l'État va. Je ne sais pas, l'université doit comprendre, doit savoir. L'entrepreneur doit comprendre. Parce que c'est comment est-ce que je vais investir si je ne sais pas que l'État priorise telle chose, si je ne peux pas participer. Donc aujourd'hui, le gouvernement ouvert, c'est permettre aux citoyens de participer dans la prise des décisions. Donc le citoyen est consulté sur des thématiques spécifiques.
Bon, il n'y a pas que le Parlement ou les autres institutions, mais le citoyen peut aussi partager son point de vue. Le citoyen a accès à des informations pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour son avenir, pour l'avenir de sa famille, pour l'avenir de sa communauté en quelque sorte. Donc, le secteur privé, il faut dire aussi que c'est pas, il y a ce qu'on appelle la classification de l'information. Ce n'est pas toutes les informations qui doivent être rendues publiques, mais il faut développer une stratégie de communication, une stratégie d'accès à la communication, à l'information. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs pays qui ont voté des lois qui ont rapport avec l'accès à l'information. Parce que l'État ne peut pas fonctionner en vase clos. Si l'État ne partage pas des informations avec le secteur privé, je prends un exemple. L'État décide, on est dans le contexte de la COVID-19, l'État décide de mettre l'accent sur un secteur particulier. Mais si les acteurs de ce secteur-là ne sont pas au courant des décisions, c'est comme par exemple, je dis, bon, l'État priorise tel secteur, moi-même je vais à la banque pour prêter de l'argent, pour investir dans un secteur, mais en ne tenant pas compte de ce que l'État priorise pour la population. Donc ça veut dire mon investissement est voué à l'échec. Donc, l'État doit pouvoir créer un environnement pour permettre aux entreprises, pour permettre aux citoyens d'évoluer. Et les décisions doivent être, et je pourrais dire, diffusées. L'État doit communiquer, l'État doit développer une politique de gouvernement ouvert pour que les acteurs de la société comprennent dans quelle direction que l'État va, quelles sont les décisions qui sont prises et comment aussi se positionner. Très bien. Mais alors, est-ce que le fait, par exemple, d'aujourd'hui, le modèle d'un grand village, est-ce que ce fait-là n'influence pas non plus? C'est-à-dire, ne comble pas dans cette mesure l'absence de législation. C'est-à-dire, les usagers vont plus vite que le secteur public, que l'État. Bon, ça c'est partout. Un danger aussi. Ça c'est partout, c'est un danger, mais c'est partout. Parce que le jeune là qui est, comme on n'a pas de basement ici en Haïti, mais le jeune là qui est dans son petit coin et qui utilise son ordinateur, qui essaie d'innover, il est en avance sur l'État. Il est en avance sur le secteur privé parce que sa solution va être peut-être adoptée par ces secteurs-là. Mais ça ne veut pas dire, c'est pour ça qu'aussi on parle d'innovation aussi dans le secteur public. Parce que l'État ne peut pas dire, bon, moi-même j'attends ou je donne le ton. Mais l'usager est toujours en avance sur l'État. Toujours en avance. Et c'est pour ça que les grandes innovations viennent toujours de l'extérieur. Ça veut dire pas au sein de l'État. C'est inquiétant, mais en même temps aussi, c'est passionnant. Dans le sens que l'usager répond à un besoin. L'État peut ne pas pouvoir adresser un problème, mais l'usager qui est conscient d'un problème peut dire, bon voilà, je vais me mettre ensemble, je vais engager des discussions avec des autres membres de la communauté pour répondre à un besoin. En même temps aussi, et moi je dis toujours que l'État doit assurer un certain contrôle, mais pas dans le sens de blocage. Contrôler n'est pas bloqué. Sinon, il n'y aura pas d'innovation, sinon il n'y aura pas de progrès. Donc, l'État doit harmoniser les efforts, ça veut dire, prendre des décisions pour créer un environnement propice au développement technologique, et deux, aussi, je pourrais dire, doter l'État, doter la société d'un ensemble de textes qui protègent les intérêts de l'État, les intérêts de la société civile, les intérêts de tout le monde, de tous en quelque sorte. Donc, et c'est pour ça que je parle toujours de dynamique constante. Ça veut dire on a un texte aujourd'hui, il faut l'amender, il faut le modifier, il faut l'adapter par rapport à la réalité. Donc, effectivement, chez nous, on a peu de textes sur le secteur numérique, mais l'usager lui-même, il fait son petit bonhomme de chemin. Il achète en ligne. Et là, on parle de cybersécurité. L'usager, il passe des communications, il envoie des messages, il envoie des vidéos à sa famille, il communique avec tout le monde. Donc, même je veux dire, en absence des textes juridiques, l'usager avance. Très bien. Donc, et dans un contexte géopolitique aussi, c'est que là, j'utilise, une fois qu'on a accès à Internet, il y a un ensemble de choses qui est accessible. Très bien. Donc, puisqu'on parle de longueur d'avance de l'usager, on prend une pause, on vous revient.
Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 436e édition de la série hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. Notre invité, professeur Jean-Marie Altema. Nous débattons du thème gouvernance et technologie, avantages et inconvénients. Au cours de la première partie de l'émission, M. Altema vous a expliqué la relation entre technologie et gouvernance, les erreurs à ne pas commettre. D'ailleurs, nous allons revenir sur ce point particulièrement et voir avec lui les erreurs, quelques erreurs à ne pas commettre, puisqu'il a consisté sur le côté stratégique, parce qu'effectivement, dès qu'on parle de gouvernance, on voit le côté décisionnel, le côté organisationnel. Donc il faut que cet outil, que la technologie, soit utilisé à bon escient, de façon à pouvoir tirer avantage de ce outil transversal, que l'on soit du secteur privé ou du secteur public. Et, maître mot, eh bien, la technologie peut contribuer à, je dirais, la transparence, ce qui est en principe une aspiration de toute société moderne. Alors, M. Altema, puisque nous parlons de technologie et gouvernance, est-ce que vous pouvez mentionner pour nous quelques erreurs à ne pas commettre, puisque nous parlons de stratégie particulièrement? Et en fait, je crois que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, il faut d'abord identifier les besoins. Donc, si les besoins ne sont pas identifiés, donc on ne va pas pouvoir atteindre des objectifs. Donc c'est comme par exemple, je suis là, je veux aller quelque part, mais je sais que je dois sortir. Mm-hmm. Mais quelles sont les directions, ou encore où est-ce que je dois m'engager, où aller, dans quelle direction aller, et aussi question de timing, de temps. Donc il faut un ensemble de choses. Et je pense que le plus grave erreur à commettre, bon, c'est peut-être une autre façon de répondre à la question, c'est d'oublier le citoyen, d'oublier l'utilisateur, d'oublier l'usager. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour améliorer l'expérience client. L'homme au centre. Il doit être au centre. Maintenant, il faut comprendre ses besoins. Il faut comprendre ses capacités. Il faut comprendre ses aspirations. Il faut comprendre ce qu'il veut. Et une fois qu'on arrive à mettre l'usager au centre des décisions, donc on va pouvoir répondre à ses besoins. Et le grave erreur qu'on commet toujours, c'est qu'on n'arrive pas à identifier les éléments de l'écosystème quand il faut prendre une décision. Donc, prendre une décision en dehors des acteurs importants de la chaîne, ça veut dire arriver à un moment, on ne va pas pouvoir réussir. Donc, dans le domaine numérique, j'ai expliqué tout à l'heure, si je prends le sens large, il y a l'État, il y a le secteur public, il y a le secteur privé, il y a la société civile, il y a l'université, il y a les médias, etc. Donc, si on n'arrive pas à mettre ensemble ces acteurs de l'écosystème, donc les décisions qu'on va prendre ne vont pas porter fruit. Donc, l'erreur qu'on commet, c'est oublier un ou plusieurs de ces acteurs. Oui. Il faut qu'il y ait une consultation. Et la stratégie, c'est la consultation. La décision, la vision qu'on projette, mais en consultant les acteurs. C'est la chose la plus grave qui puisse arriver. Et on vous dit, ah, moi, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas informé. Donc, ça veut dire on peut reprendre de zéro. Donc, il faut impliquer les acteurs. Et l'autre chose aussi, c'est que les gens viennent le plus souvent avec les outils sans oublier la stratégie. Très bien. Les outils viennent avant. Ça, c'est un problème grave dans les institutions. Donc, on va acheter des ordinateurs, on va acheter des équipements. Mais quelle est la vision pour atteindre quel objectif? Est-ce que les ressources humaines sont qualifiées? Est-ce que les ressources humaines peuvent ou encore contribuer à cette transformation? Donc, il faut regarder tout l'écosystème. Donc, j'ai dit, il faut mettre l'usager au centre des décisions. 2, il faut engager les parties prenantes,
l'engager, consulter et engager les parties prenantes. Et j'ai expliqué tout à l'heure que les outils doivent être les derniers à intégrer ce plan. Ça, c'est fondamental. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Évidemment. Et ça, c'est important. Ouais. Mais maintenant, à cette seconde partie de l'émission, on va voir aussi les inconvénients, les inconvénients majeurs. Il y a l'addiction à la technologie, il y a aussi l'isolement des gens, il y a aussi le fait de pouvoir utiliser la technologie et pourquoi pas parler aussi des fractures numériques. Ouais. Donc, M. Altema, est-ce que vous voyez dans votre lecture quelques inconvénients aussi de la technologie et comment les éviter? Voilà. Je pense que l'un des inconvénients, c'est la fracture numérique, vous avez expliqué. La fracture, c'est, je pourrais dire, le fossé qui existe entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ceux qui peuvent accéder et ceux qui ne peuvent pas accéder. Et on a vu dans les pays en développement, c'est que le numérique crée aussi cette fracture. Très bien. Parce que quelqu'un qui a accès aux outils continue à avoir accès aux outils. Mais celui qui n'a pas, c'est comme par exemple, j'offre de nouveaux services. Mais est-ce que je tiens compte aussi de ceux qui n'ont pas accès aux outils? Donc il faut intégrer ou il faut développer une politique. Maintenant, dans cette stratégie-là, c'est l'État qui doit donner le ton. Donc pour réduire le fossé numérique, pour réduire la fracture numérique, évidemment, et on peut parler d'isolement, on peut parler d'un ensemble de choses, mais il faut comprendre aussi que, moi je dis, je ne veux pas, souvent je ne parle pas d'inconvénients sans avantages en même temps, parce qu'on arrive souvent à oublier les avantages. C'est comme effectivement le numérique ou encore la technologie vous isole physiquement d'un ensemble de communautés, mais vous rapproche aussi d'une autre communauté. Ça veut dire, imaginez, au moment où nous parlons, nous pouvons atteindre des gens qui sont à l'autre bout du monde. Donc c'est effectivement avec la magie de la technologie. Bref, mais aussi, il faut donner sa place. Il faut donner la technologie sa place. Donc ça veut dire, la technologie n'est pas là pour remplacer ce qui se fait, ou encore remplacer la méthodologie, remplacer ce qui doit être fait. Il faut d'abord définir ce qui doit être fait et mettre la technologie au service d'eux. Donc c'est ce qui arrive souvent, c'est que les gens prennent les technologies, ensuite utilisent ces technologies pour essayer de faire un ensemble de choses. Moi, je pense que d'abord, il faut définir la stratégie, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour l'agriculture, pour les autres secteurs, et les inconvénients je pourrais dire, à combattre, ce sont particulièrement ce qui a rapport avec l'éducation, la fracture numérique. La fracture numérique vient aussi, chez nous, on a un pouvoir d'achat très faible. Donc les jeunes particulièrement sont les plus touchés par cet état des choses. Parce que le jeune qui ne travaille pas ne peut pas avoir accès à ces technologies-là qui coûtent aussi. Et c'est pour ça que l'une des stratégies que l'État doit engager pour réduire la fracture numérique, c'est engager des discussions avec les acteurs sur la fiscalité. L'ordinateur coûte trop cher. Ça coûte trop cher aux citoyens. L'outil technologique coûte trop cher. Donc, le jeune professionnel, par exemple, je ne sais pas, qui gagne moins de 300, moins de 400 $ américains, comment il va s'acheter un ordinateur qui coûte 700, 800 $? C'est trop cher, il faut développer une politique. L'Internet n'est pas accessible au foyer. Il faut développer des stratégies pour que l'Internet soit de qualité d'ailleurs, d'abord, mais aussi accessible au foyer. Et c'est de là qu'on va arriver à cette transformation. Donc, il y a un ensemble d'inconvénients par rapport à la fracture numérique, par rapport au pouvoir d'achat qui est faible, mais aussi et par rapport aux différentes autres questions sociales. Donc, les jeunes, par exemple, les enfants, il faut développer des méthodes pour un petit peu accompagner les enfants. Il faut donner aux enfants l'accès à ces technologies-là, mais il faut aussi un certain contrôle. Un certain contrôle parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui circulent à travers les technologies. Et ça va très vite. Et si on prend les réseaux sociaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup d'informations vraies ou fausses. Donc, il faut une éducation, il faut engager. Moi, je dis aussi qu'il faut enseigner les modes de vie numériques. Les modes de vie numériques dans les écoles.
l'élève doit avoir accès aux technologies, mais aussi l'élève doit comprendre ses responsabilités par rapport à ces technologies. Donc, est-ce que je peux utiliser une photo n'importe comment? Est-ce que je peux publier une photo n'importe comment? Il faut cette éducation-là. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a des gens qui vous disent aussi, bon, en Haïti, on a les technologies sans l'éducation, c'est la catastrophe. Mais je pense qu'il faut établir l'équilibre. Sinon, ça peut être effectivement, c'est une arme à double tranchant. Très bien. Vous parlez de fracture numérique, effectivement, mais il y a aussi un aspect, je dirais, géographique, et aussi un aspect générationnel aussi. C'est-à-dire les générations s'écartent les unes des autres, et aussi les régions sont défavorisées. Par exemple, je prends la grande concentration au niveau de l'Ouest, où il n'y a plus de services. Donc, est-ce que quelque part là, il y a moyen de pallier à ça? Je pense que l'État doit intervenir à ce niveau. Il y a le secteur privé ne va pas le faire parce que le secteur privé, particulièrement partout, c'est le retour sur investissement. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de doute. C'est légitime. C'est ça, c'est légitime. Maintenant, l'État doit créer cet équilibre. Et créer cet équilibre, pour moi, veut dire agir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur la fiscalité, les avantages fiscaux. Si je dis que le numérique, les technologies, ça représente un axe important pour le développement social et économique, donc je dois engager des actions. Maintenant, effectivement, vous avez parlé de forte concentration de ces technologies-là au niveau de l'Ouest. Pourquoi? Parce que les activités économiques sont particulièrement basées à Port-au-Prince. Si on va dans les provinces, il n'y a pas assez d'activités économiques. Donc, ça veut dire que l'État doit dire, bon voilà, je veux faire du numérique un axe important pour le développement social. Le développement social, par exemple, je dis l'éducation que je veux faire passer. Est-ce que, à travers la télévision, à travers l'Internet, je ne peux pas former mes citoyens? Mais il faut d'abord dire quels citoyens qu'on veut former. Ça, il n'y a pas de doute, le numérique ou les technologies vont servir de canal, de passerelle pour atteindre ces gens. Par exemple, si on veut apprendre aux gens comment se comporter, je ne sais pas, comment manger sainement, etc., à travers ces médias, on peut le faire. Donc, ça veut dire c'est important que l'État donne le temps parce que c'est un outil de développement social. Développement économique, les activités économiques et l'emploi qui peut être créé, tout ce qui vient avec. Maintenant, si l'État attend que le secteur privé dise « bon, je vais investir un peu d'argent dans le plateau central », je prends un exemple comme ça. Mais s'il n'y a pas d'activité économique, il ne va pas y avoir de retour sur investissement. Le secteur privé ne va pas le faire. Et partout, il y a des trous, il y a des zones où il y a, et si je prends l'Internet particulièrement, où l'Internet n'est pas accessible, comme dans les autres villes, dans les grandes villes. Donc, activité économique, développement économique, tout ça vient ensemble. Mais si l'État n'intervient pas, c'est comme par exemple, je dis, bon, la ville, je veux développer, je ne sais pas, un marché public. Ou bien je veux construire des routes, il va y avoir beaucoup d'activités. Mais si j'oublie l'Internet, je donne toujours cet exemple. Je construis un hôpital dans une zone spécifique. Je n'ai pas l'Internet, le médecin ne va pas rester. Je construis une école. Je n'apporte pas l'Internet, le professeur ne va pas rester. Le professeur ne va pas rester. Donc, si le professeur ne reste pas, si le médecin ne reste pas dans cette communauté, si le médecin ne peut pas, en dehors de ses activités professionnelles, communiquer avec sa famille, il va laisser. Moi, j'ai pris cet exemple une fois, et s'il y a une Coupe du Monde où il y a un match, je ne sais pas, Brésil-Argentine, Brésil-la-Hollande ou autre, le médecin qui, bon, je le dis, mais parce que c'est une réalité, et si le médecin pouvait avoir accès à une chaîne de télévision, accès à Internet pour regarder le match à 5 heures après son travail, il va rester. Mais sinon, il va se déplacer pour se rendre à la ville la plus proche. Donc, il faut amener la technologie aux gens. Parce que le professionnel, que ce soit pour ses activités professionnelles ou autres, a besoin de ces outils-là. Mais c'est l'État qui doit donner le ton. C'est l'État qui doit dire, bon voilà, on fait du numérique un axe de développement, donc on prend et on s'engage. Bon, s'engager veut dire développer des infrastructures, s'engager veut dire à rendre cette technologie-là plus accessible,
créer un cadre juridique adapté et former les compétences, former les jeunes. Donc, c'est tout ça. Mais l'État ne peut pas le faire seul. Et c'est le plus gros problème qui peut exister, c'est que l'État, aujourd'hui, pense qu'il peut tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Il doit y avoir une harmonisation entre les acteurs, même si c'est l'État qui donne le ton. Très bien. Là, vous avez soulevé un problème assez important, assez sérieux aussi, à savoir comment l'État doit s'impliquer. Mais cependant, nous avons une législation qui remonte à 1979. Ça, c'est vrai. Donc, très en retard, nous sommes en 2021. Donc, la législation est très en retard par rapport aux avancées technologiques. Donc, alors, selon vous, en tant qu'homme de l'art, ne s'agit-il pas là d'un sujet préoccupant, c'est-à-dire à savoir combler ce vide juridique? Et effectivement, il y a un vide important. Maintenant, si on prend la loi cadre du secteur des télécommunications qui date de 1977, et effectivement, il y a beaucoup de vide. Mais pour moi, c'est comme par exemple, on dit, ah bon, l'Internet n'était pas accessible ou encore on n'avait pas d'Internet. Mais cette loi-là parle de services électroniques. L'Internet est un service électronique. Maintenant, il faut d'autres lois qu'on n'a jamais eues. Et des lois, par exemple, sur la vie privée, des lois sur la cybersécurité, des lois sur la cybercriminalité, des lois sur un ensemble de choses qu'on n'a pas et qui sont présents dans notre vie, dans notre quotidien. Et je vais vous donner un exemple, professeur Payan. J'ai vu un article quelque part, je ne vais pas citer la compagnie, mais c'est ce qu'on appelle bolette en ligne, bolette électronique ou tout ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, j'ai gagné 17 millions de gourdes, mais on me dit que je ne vais pas accéder à ces fonds. Et je me demande, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que quand le gagnant a été se renseigner auprès de l'opérateur, de la compagnie qui offre le service, on lui a dit qu'il y avait un problème technique. Maintenant, comprenez la litige qui peut exister qui existe entre le gagnant et le fournisseur. Maintenant, c'est la justice qui devait trancher. On n'a pas un cadre juridique adéquat. Donc, ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui fonctionnent en dehors aussi de ce cadre juridique. Donc, c'est pourquoi c'est extrêmement important d'avoir le texte, d'avoir un environnement juridique, parce que ça donne le ton. Un opérateur ne peut pas décider d'offrir un service en dehors des normes juridiques. Parce que ça peut créer un véritable problème au niveau de la société. Donc, maintenant, si on n'évolue pas avec le temps, là on n'a pas parlé des progrès technologiques qui se font, on n'a pas parlé de robotique, on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, de toutes ces choses-là, qui frappent à nos portes. Très bien. Donc, on est en train de réfléchir, on est en train d'agir en 2021 comme si on était en 1970. Donc, il faut un cadre juridique adapté pour pouvoir favoriser ce développement-là. Parce qu'on ne peut pas parler de service sans avoir ce texte, sans avoir cette régulation. Donc, il faut réguler les secteurs. Il faut voir aussi que le numérique est transversal. Très bien. Parce qu'on parle de numérique dans le secteur de la santé. On parle de numérique dans le secteur de l'assurance. J'ai parlé tout à l'heure et j'ai donné l'exemple, mais c'est la même chose aussi. À partir de mon téléphone, il y a une compagnie qui me dit, bon, je peux accéder à des services d'assurance. Donc, il faut questionner ces choses. La société est prête, je dis la population est prête, mais l'État ne donne pas le temps, malheureusement. Et le secteur privé ne peut pas faire voter une loi. Le secteur privé ne peut pas, la société civile ne peut pas faire voter une loi. Donc, il revient aux instances concernées de s'engager pour doter le pays d'un cadre juridique adéquat et qui favorise le développement technologique. Très bien. Là, bon, le constat est malheureux, parce qu'il y a une utilisation abusive, il n'y a pas de législation et, on veut dire, en pareil cas, tout peut arriver. Donc, à ce moment-là, comment freiner cette pratique, je dirais,
Même sauvage. Le constat aujourd'hui, c'est qu'au moment où nous parlons, il y a beaucoup de jeunes qui innovent. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui réfléchissent sur des solutions qui vont intégrer le marché. Il y a beaucoup de solutions qui vont intégrer le marché parce que ce qu'ils ont à leur disposition, c'est une connexion à Internet et un ordinateur portable. Ils peuvent développer des solutions. Très bien. Et on parle de tout ce qui est monnaie électronique, tout ce qui est commerce électronique. Il y a des jeunes qui essayent de faire des choses. Très bien. Mais quand il n'y a pas de loi, quand il y a un problème, la vengeance, ou c'est celui qui se sent lésé qui va se faire justice, ça peut être grave. Oui, dangereux. Ça peut être dangereux. Donc, dans ce cas, on n'a pas d'autre choix. L'État doit s'engager avec les acteurs pour doter le pays d'un environnement juridique favorable au développement technologique et qui tient compte de la réalité. Qui tient compte de la réalité, on n'a pas parlé des réseaux sociaux, des gens qui sont assassinés encore, ou leurs caractères sont assassinés, des gens qui sont victimes d'un ensemble de choses, d'actes irrépréhensibles à travers les réseaux sociaux. Mais s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas de cadre juridique, si le code pénal ne tient pas compte de ces avancées technologiques-là, donc ça veut dire notre société, même si on est en 2021, mais on n'est pas prêt à intégrer, si je pourrais dire, la société de l'information. Parce que c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir un cadre juridique adapté en pensant aussi à tout ce qui doit exister en termes d'infrastructure, en termes d'information, en termes de formation ou autres pour le développement du secteur technologique. Là, mais quand on tient compte de ce danger qu'est la cybercriminalité, est-ce qu'il n'y a pas vraiment extrême urgence? C'est malheureusement la question de la fin. Quand même, vous avez quelques mois avancés. Je vais donner un exemple pour comprendre l'importance de ce que vous avez dit et pour permettre aux internautes et aux téléspectateurs de comprendre l'importance de votre question. J'ai une amie qui a été victime et on lui a demandé à travers WhatsApp de transmettre un code. Ce qu'elle a fait sans hésiter. Mais c'était juste une minute ou encore une seconde d'inattention. Quelques secondes plus tard, son compte WhatsApp a été piraté. On avait accès à ses données personnelles, ses photos, ses messages, ses vidéos, etc. Tout ça a été contrôlé par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Où il se trouve, dans quelle juridiction, sur quelle planète qu'il se trouve. Elle ne sait pas. Quel est l'usage qui va être fait de ces données personnelles? Parce que ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est qu'on est une chaîne. Je suis connecté avec professeur Parian, professeur Parian est connecté avec Madame X est connecté avec Madame Y est connecté à Monsieur Z. On forme une chaîne. Maintenant, si je suis le maillon faible de cette chaîne, ça veut dire que je pose un problème de sécurité. Maintenant, par rapport à cette question de cybercriminalité, c'est extrêmement important. On n'est pas à l'abri. Même celui qui dirige n'est pas à l'abri. Donc c'est extrêmement important. Je voulais, par cet exemple, montrer que ça devient un danger si on n'arrive pas à légiférer sur cette question. Très bien. Ainsi prend fin la 436e édition de la série. Nous disons un grand merci pour sa disponibilité et à vous, nous disons à bientôt.